I think that for all of us, there is this this layering of grandparents and parents and children, and then it goes down, and we sometimes swing too far in one direction or in the other direction, and the children do have to bear the flaws of the parents, just as the parents have to bear the flaws of the children. Je suis pour ma part mère et même grand-mère, et de toutes les choses dans lesquelles je pourrais, si je pouvais retourner dans le passé, de toutes les choses que si je pouvais, je pourrais changer, ce que je ferais, ce serait d'altérer, de changer certaines choses que j'ai faites quand mes enfants étaient très jeunes, et je changerais des petites choses comme ça. Il y a des choses que je regarde avec le recul et que parfois je me pose la question, je me dis pourquoi est-ce que ça m'a semblé tellement important à l'époque? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas fait peut-être les choses plus un peu de cette façon? Je réfléchis, du coup, je pense au passé, à tout ce que mes parents m'ont enseigné, que j'ai passé à mes enfants, qu'eux-mêmes passent aux leurs, et je vois des belles choses qui sont transmises. Je vois aussi des choses qui sont peut-être pas si belles, qui sont transmises également, et ça me fait poser beaucoup de questions. Je vois mes enfants corriger des choses que leurs enfants pensent que moi je faisais mal. Et je pense que c'est le cas de nous tous. Nous avons ces strates et ces couches entre parents, enfants, petits-enfants, etc. Et parfois on cherche à corriger des choses. Alors on part trop loin, on déséquilibre trop la balance dans un sens, alors on corrige encore à nouveau dans l'autre sens. Donc c'est en un sens, oui, peut-être que les enfants portent parfois les fautes des parents, mais ça fonctionne dans les deux sens également, et on essaie de trouver un équilibre comme ça au fur et à mesure, et qui se passe au fil des générations. Dans les romans, comme dans la vie, le métier de parent, c'est un des plus difficiles, et chacun essaie de le remplir comme il le peut, avec talent et en tout cas avec affection. C'est ça qui me paraît intéressant quand on pose ce type de questions à Robin Hobb, qui est peut-être pas le type de question habituelle, c'est d'amener le lecteur, surtout celui qui ne connaît pas encore son œuvre, à bien sentir toute la richesse justement des relations humaines. La fantaisie, parfois, c'est une histoire de grande brutasse, quoi. Voilà. C'est parfois des histoires où on règle ça à coups d'épée, à coups de hache. Oui, la violence, parfois, fait avancer l'histoire. Oui, la violence est parfois indispensable, au moins pour se défendre. Je pense que dans les années 40, un certain nombre de gens l'ont fait et on peut le comprendre. Mais quand on replonge dans les romans de Robin Hobb, on voit que tout ça est entremêlé par rapport justement à cette réflexion entre l'individu et le collectif. Alors, la question suivante que je voudrais poser va aussi porter sur la façon de faire progresser l'action, mais avant, j'aimerais quand même qu'on entende encore un petit extrait. Si Silène Edgar, qui elle-même est écrivain et a la gentillesse de nous lire des extraits d'un des écrivains qu'elle apprécie, je pense justement que vous allez vous aussi entendre la voix de Robin Hobb. Silène. Elle croisa les bras sur la poitrine et prit une attitude de défi, malgré ses yeux baissés. « Abeille, je suis ton père, tu ne dois pas me parler ainsi. Si je ne peux pas être franche avec toi, eh bien je ne parlerai plus du tout. » Derrière ces mots, je sentis toute la force de sa volonté. Je la savais capable de retomber dans son long mutisme. La perspective d'être privée de sa compagnie me porta un coup si violent que je mesurai aussitôt l'étroitesse du lien que j'avais formé avec ma fille. Un second éclair me frappa quand je pris conscience du danger pour nous deux si je laissais mon besoin d'une présence l'emporter sur mon devoir de père. Tu peux être franche avec moi et me respecter néanmoins, et la réciproque est vraie. Tu es différente, Abeille, et ça compliquera beaucoup certains aspects de ton existence. Mais, si tu te rabats toujours sur tes différences pour expliquer tout ce qui te déplaît dans le monde, tu finiras par passer ton temps à pleurer sur ton sort. Assurément, tu mets les garçons de ta vie mal à l'aise, mais je sais aussi qu'ils n'aimaient ni l'un ni l'autre travailler aux cuisines, et que pour cette raison, leur père les a pris au moulin pour voir si ça leur convenait mieux. Tu n'es pas la cause de tout. Parfois, tu n'es qu'un élément parmi d'autres. Elle regarda ses pieds, mais ne décroisa pas les bras. Enfile ton manteau. Nous allons voir Lynn. J'avais pris un ton assuré, sans laisser transparaître mon inquiétude. Que faire si elle refusait d'obéir? Voilà, c'est aussi ça, les petites choses qu'on trouve dans les romans de Robin Hobb, c'est cette
vivacité dans les rapports humains et cette sensibilité, cette souci du détail. Et c'est un des points que je voulais vous demander, Robin Hood. Pourquoi attachez-vous une telle importance aux détails lorsque vous racontez une histoire? In this case, for example, we see that a valued trait, honesty, from the mouth of a child can be very unsettling to a parent, and that this particular child is already finding her strength to say, if you teach me to be this way, then I will be this way. And it presents a dilemma. I am sure every parent in here has had a child open their mouth and say something totally honest and true in a very unfortunate way or in a wrong place and time. These characteristics in a child that is small, as this character grows and the story progresses, these characteristics will affect how the character interacts with the world, and will ultimately determine a great deal of her fate. Where a child that could dissemble or it was more capable of dishonesty would have a different pathway in the world. So the detail is to build in the believability of, yes, that is what this character would do because we have seen her behaving this way as a child. What is the saying? As the twig is bent, so grows the tree. Dans ce cas, par exemple, dans le cas de cet extrait, on a en l'occurrence la démonstration d'un trait, d'une vertu qui est plutôt désirable, c'est-à-dire l'honnêteté, et qui, sorti de la bouche d'un enfant, peut être un petit peu dérangeant, en particulier pour un parent. On a déjà là un enfant qui est en train de trouver ses forces et qui tout simplement démontre que si tu m'apprends à être comme ça, je serai comme ça. Je pense que c'est un dilemme que tous les parents ici dans la salle peuvent connaître, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu ils ont tous entendu un enfant qui a ouvert la bouche de façon très honnête et qui a prononcé quelque chose de très honnête et très vrai, mais d'une façon extrêmement mal avisée ou pas du tout au bon endroit ni au bon moment. La façon dont cet enfant va grandir et dont le personnage va lui-même grandir influence la façon dont Abeille va interagir avec le monde et son rapport au monde. Et toute cette avancée va déterminer beaucoup de choses de son destin. Et là où un enfant qui aurait été capable d'être un peu plus têtu ou qui aurait été capable d'être davantage malhonnête aurait peut-être tracé un chemin différent dans le monde. Alors les détails, la raison, c'est tout simplement pour essayer de construire une façon dont un personnage est crédible. Quand on voit le personnage ensuite réagir dans une situation donnée, oui, on comprend, on se dit c'est effectivement la façon dont ce personnage-là aurait réagi, puisque nous l'avons vu faire quand elle était enfant. Comme dit le proverbe anglais, la façon dont on plie... Alors, la traduction du proverbe anglais, c'est comme on fait son lit, on se couche. On a pas mal évoqué, on en restera donc là, vous le découvrirez en lisant les romans, les relations familiales, personnelles au sein de ces familles, cette famille en particulier, celle de l'assassin. Il y a une autre chose que je voudrais aborder avec vous, si vous voulez bien, c'est la façon, dans le roman, la façon avec laquelle vous faites peser une menace indéfinie dans un monde où l'assassin est en retraite, en quelque sorte, a trouvé un équilibre, est apaisé, a une vie familiale, est en retrait, n'est plus dans le monde, mais dans un monde relativement paisible, a trouvé une sérénité, et d'un seul coup, de l'extérieur, une menace va venir,
une menace qui va rôder, diffuse. Comment vous arrivez à nous mettre dans cet état où on sent la menace qui va arriver et on se demande à chaque chapitre quand elle va arriver, on se demande qu'est-ce qui va se passer, on croit qu'on ne va pas être surpris et pourtant au dernier moment, la suite parce que ça nous tombe dessus et on n'en revient pas, on s'est encore une fois fait avoir. C'est quoi ce métier d'écrivain qui arrive par amour de ses lecteurs à autant les manipuler pour autant les surprendre? Many of my readers have traveled with me for 20 years, and the tiny pieces have been, the little hooks have been set in place through not just the books about Fitz and the Fool, but also the books about the live ships and the books about the rain wilds. So readers who have traveled a long journey with me are aware of what is happening elsewhere in the world, and they know that things are about to break loose when Fitz and Shade and Dutiful are talking about events that happened in the rain wilds. My readers actually know more about what is going on than the characters who are speaking. So in some ways it is like having a multiple viewpoint where you are watching some of the characters have a conversation and the reader is saying, you don't know what's coming, but I do,